Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cinquième numéro d'Instant de Belgitude et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question pourquoi la Flandre est-elle de droite? Alors tout d'abord nous allons parler de l'identité flamande. Comme j'ai pu l'expliquer dans mon premier instant de Belgitude, l'idée de Wallonie est toute récente, tandis que l'identité flamande est très ancienne. Celle-ci a commencé à exister sous le nom de comté de Flandre au IXe siècle. Comme vous pouvez le voir ici sur la première image, le comté de Flandre n'avait pas la même superficie que la Flandre actuelle. Le comté de Flandre était à l'époque ce qui sont les provinces actuelles de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale. Comme vous pouvez le voir sur la première image, la mer, par rapport à aujourd'hui, avançait beaucoup plus dans les terres. En effet, la ville de Gand a connu des succès économiques à l'époque médiévale, car elle avait accès à la mer, c'est grâce aux polders, notamment qui sont des terres gagnées sur la mer, comme ce qui s'est passé aussi aux Pays-Bas. Alors, comment cette identité flamande s'est-elle mise en place? Alors, nous pouvons parler de la bataille des Éperons d'Or. Nous avons parlé précédemment au niveau géographique, parlons maintenant de l'événement fondateur. Et c'est cette bataille des Éperons d'Or, qui est aussi appelée bataille de Courtrai, qui fut une bataille qui s'est déroulée le 11 juillet 1302, et elle opposait les milices flamandes aux troupes du roi de France. Cette bataille avait pour objectif pour les Flamands de se libérer de la tutelle du roi de France, car en effet, la Flandre en était le vassal. Cette bataille tira son nom du fait que durant la bataille, les Flamands ont réussi à faire tomber les chevaliers français au fond d'un fossé, là où les Flamands les ont pris par surprise et leur ont pris leurs éperons d'or. Parlons maintenant du mouvement flamand. Là, nous allons beaucoup plus loin dans le temps. En 1840, des penseurs flamands vont vouloir réinstaurer le flamand comme langue reconnue en Belgique, car en effet, depuis le XVIe siècle, le flamand était tombé en désuétude depuis l'indépendance des Provinces-Unies. Le flamand, qui est en fait un patois du néerlandais, deviendra la seule langue du pays entre 1815 et 1830. En fait, plus précisément, ce sera le néerlandais parce que la Belgique sera occupée par les Pays-Bas, mais comme j'ai pu l'expliquer, le flamand est quand même un patois du néerlandais. Et donc, après l'indépendance de la Belgique, ce sera le français qui sera la seule langue du pays, car les bourgeois et les nobles, même flamands, s'exprimaient en français, tandis que le flamand était une langue reléguée au second plan. C'était seulement les classes populaires qui s'exprimaient en cette langue. Et puis, parlons de la Renaissance flamande. C'est Jan Frans Willems qui est le créateur du mouvement flamand. Ce mouvement ne sera qu'intellectuel au début, mais deux événements vont créer un choc dans la société flamande, notamment que sont la crise de 1845 à 1848, qui a beaucoup impacté la classe moyenne flamande, qui ne parlait pas français, et qui en plus était écartée de la vie publique. C'est grâce à la bourgeoisie et avec son accès au vote, grâce au sens, que le sujet de la langue flamande sera mis sur la table des négociations. Pourtant, ce n'est que bien plus tard, en 1898, que le flamand, grâce à la loi d'égalité, sera reconnu comme deuxième langue officielle en Belgique. Parlons maintenant de la flamande politique. Le flamingantisme va être renforcé lors des deux guerres mondiales. La première fois quand l'Empire allemand occupera la Belgique, durant la Première Guerre mondiale, sauf la région de l'Isère, car en effet, les troupes belges restantes après l'invasion se sont retrouvées sur l'Isère et ont notamment permis, en fait, avec la rupture du barrage, d'inonder la plaine, ce qui leur a permis, en fait, de résister là. Et la deuxième fois où il y a eu cette histoire de flamande politique, c'est durant l'occupation de la Belgique en 1940. Durant la Première Guerre mondiale, et en fait, flamande politique veut dire politique flamande, et en fait, l'Allemagne va créer deux entités administratives qui sont similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui la Flandre, Bruxelles comprise, parce que Bruxelles n'est pas considérée dans la Flandre aujourd'hui, dans la région flamande, et donc ces deux régions que l'Allemagne va créer durant la Première Guerre mondiale, comme j'ai pu le dire, seront similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui la Flandre, plus Bruxelles et la Wallonie.
L'Allemagne va aussi renforcer l'administration flamande, de même que l'éducation flamande, notamment au niveau de la flamandisation de l'université de Gand. Les nazis, plus tard, feront de même, sauf que là, ce sera beaucoup plus idéologique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire le flamingantisme, ce sont des gens qui veulent l'indépendance de la Flandre, mais c'est vrai que ce terme est plutôt péjoratif. Parlons maintenant du mouvement flamand d'après-guerre. Les collabos flamands ont adopté une posture de victimisation en expliquant que c'est à cause de l'État belge qu'ils sont persécutés. Et c'est comme cela qu'ils sont passés à travers les mailles du filet, à la différence des collabos francophones. Comme nous avons pu le voir dans l'instant de belgitude numéro 4, le dirigeant du VNV qui a succédé à Staff de Klerk, Hendrik Elias, va être le fondateur de la Volksunie qui va donner plus tard la NVA, qui veut dire Nieuwe Vlaams Alliantie ou Nouvelle Alliance Flamande. Et la Volksunie va aussi donner plus tard le Vlaamse Blok, puis le Vlaams Belang. Le Vlaams Belang a été créé en 2004, tandis que la NVA fut créée en 2001. À la différence du 19e siècle, aujourd'hui, ce mouvement flamand qu'incarne la NVA et le Vlaams Belang, en plus de revendications linguistiques et nationalistes, ceux-ci sont contre évidemment l'immigration et parlent beaucoup aussi d'identité européenne, tandis que la langue wallonne et bruxelloise sont en train de mourir, seules les personnes âgées les parlent encore. Le discours dominant en Wallonie explique qu'il y a les exploitants contre les exploités, mettant les immigrés dans les exploités, le gauchisme, et les exploitants dans ce discours-là, sont représentés par la droite et les entreprises qui s'expliquent comme prédatrices. Et du côté flamand, c'est le wallon et l'extra-européen qui sont pointés du doigt. Quand l'identité n'est pas présente en Wallonie, c'est l'identité de classe qui prend le dessus, à la différence de la Flandre où le nationalisme est majoritaire. Parlons maintenant de l'économie flamande. Il n'échappera à personne que l'économie flamande se porte à merveille. En Flandre, par exemple, en 2024, le PIB a augmenté de 1,5% et la Wallonie de 1,3%. On pourrait me dire que c'est une faible différence, mais cela reste quand même 0,2% du PIB. Concernant l'emploi, qui dit une croissance du PIB dit une création d'emplois. Cette croissance de l'emploi est de 0,9% en Flandre contre 0,6% en Wallonie. Le vote des chômeurs se portera toujours plus naturellement sur la gauche que la droite, car d'un côté, la gauche veut augmenter le montant du chômage, voire le prolonger, tandis qu'à droite, c'est l'inverse. La Flandre, comportant plus de personnes ayant des revenus décents, elle va plus aller à droite, tout simplement car dans la tête d'un électeur moyen, qui ne fait nullement la différence entre les différentes droites, la droite des affaires, la droite catholique royaliste et la droite fasciste. La seule qui a su se démarquer le plus aujourd'hui, c'est la droite des affaires. Les votants considérant que s'ils veulent conserver leur richesse, vaut mieux qu'ils votent à droite qu'à gauche, même quand on regarde au niveau notamment des dirigeants de gauche qui sont très souvent très fortunés, mais cette image de la droite comme parti des riches est toujours présente auprès des électeurs. L'on remarque aussi que le vote à droite s'explique aussi par le fait que les Flamands en ont marre de payer pour les Wallons, car en 2023, il y a eu un record de transfert d'argent de près de 8,5 milliards d'euros de la Flandre vers la Wallonie, ce qui représente 1259 € par personne. Les votants de ces partis ne comprennent pas ou oublient de préciser que Bruxelles finance la Wallonie à hauteur de 2100 € par personne, mais la Belgique étant en état-providence, l'argent sera quand même redistribué d'une manière ou d'une autre, par exemple d'un Wallon riche à un Flamand pauvre, de manière indirecte. Les provinces les plus riches contribuant le plus au système, Bruxelles est la région contribuant le plus, alors que dans la rhétorique flamingantiste, il est toujours fait mention, selon eux, que le francophone serait fainéant, alors qu'à Bruxelles, la majorité des habitants sont francophones. Bruxelles contribuant le plus, cela peut aussi s'expliquer par le fait qu'elle a une population plus jeune, on se doute extra-européenne, car le taux de natalité est plus fort, et donc, qui dit une population plus jeune dit un dynamisme économique plus fort, et donc une meilleure économie. Et il y a aussi Bruxelles qui accueille en son sein des sièges de grosses entreprises. Parlons maintenant du vote, notamment en fonction de l'âge. En Flandre, l'on remarque que la population est vieillissante,
Le groupe le plus représenté est le groupe des 55 à 64 ans, un flamand sur 5 a plus de 67 ans, et dans un tiers des communes flamandes, il y a 20% de la population qui a plus de 67 ans. Sur le site dardar.be, nous pouvons y lire, je cite, « Nous pouvons observer l'existence d'un fossé entre les générations. La moitié des plus de 55 ans souhaitent interdire le port du voile dans l'espace public, contre seulement un quart chez les plus jeunes. » Pourquoi est-ce important, me diriez-vous? Car l'interdiction du port du voile est un des signes d'appartenance à la droite d'aujourd'hui, même si cette vision vue comme anti-islam aujourd'hui était il y a quelques décennies vue comme laïcarde de gauche. C'est pour cela que le choix de ces électeurs qui sont plus âgés vont naturellement plus se porter sur la N-VA ou le Vlaams-Belang. Les personnes âgées votant à droite aussi par volonté de conserver leur patrimoine, mais aussi par nostalgie du temps passé. Et aussi, il ne faut pas oublier la peur de perdre sa langue, car en effet, le néerlandais étant une langue beaucoup moins répandue que le français, seulement à Curaçao, au Suriname, en Afrique du Sud, même si là-bas c'est l'Afrikaans, qui est plutôt un genre de patois néerlandais, mais aussi aux Pays-Bas et en Flandre. Tandis que les Wallons, cela ne les dérange nullement de trop, notamment que la langue wallonne disparaisse, car de toute façon le français est beaucoup plus répandu dans le monde, et les nationalistes flamands considèrent que leur combat est un combat contre la mondialisation en quelque sorte. Et aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que aujourd'hui le cordon sanitaire en Flandre est-il devenu inexistant? Alors tout d'abord, car la N-VA et le Vlaams-Belang se sont imposés en tant que force politique et que les autres politiques, puisqu'en Belgique il est nécessaire de faire des coalitions, sont dans certaines communes obligés de les faire avec ces partis, par exemple à Randst, même si au niveau fédéral, tous les autres partis refusent tout compromis, et donc un effet domino est très peu probable. Selon le site de la VRT en parlant du Vlaams-Belang, je cite, « C'est contraire à nos statuts. Les membres de notre parti ne peuvent pas coopérer avec des personnes qui ne respectent pas les droits de l'homme en général », a déclaré Eva de Bleker, présidente de l'Open VLD. Bizarrement, cette Eva ne fait pas référence au PTB qui est un héritier direct du communisme, qui est l'idéologie qui fut la plus meurtrière de l'histoire avec plus de 100 millions de morts. Et la grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement les indépendantistes flamands auraient-ils gagné? Alors vous allez peut-être me demander, mais pourquoi? Car en effet, vous savez peut-être ou peut-être pas que la Belgique est un État très compliqué. En effet, depuis la première réforme de l'État en 1970, les indépendantistes étaient heureux, car durant celle-ci, il y eut la création de 3 communautés culturelles, wallonnes, flamandes et germanophones. En 1980, c'est la deuxième réforme de l'État, là, il y a la création des régions flamandes et wallonnes, les germanophones étant comptés dans la région wallonne. Certaines compétences sont transférées du gouvernement fédéral à l'échelle régionale, chaque région ayant un parlement et un gouvernement. Et pourtant, à ce moment-là, le gouvernement flamand décida de fusionner la communauté linguistique et la région, ce qui résulta en un parlement et un gouvernement. En 1989, c'est la troisième réforme de l'État, et il y a quelque chose qui mettra en colère les flamingantistes, c'est que Bruxelles va être considérée comme une région, appelée la région de Bruxelles-Capitale. Pourtant, en effet, Bruxelles est historiquement flamande, mais sa population aujourd'hui, comme j'ai pu le dire précédemment, est majoritairement francophone. Ce n'est seulement en 1993 que l'État belge devint un État fédéral, les différents députés régionaux et communautaires sont élus directement. Concernant la 5e et 6e réforme de l'État, ce sont des compétences en plus pour les différents niveaux administratifs, mais pourtant, rien ne change beaucoup. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, à très bientôt, et surtout, vive Dieu, vive le roi, vive la Belgique. À très bientôt pour une prochaine vidéo.